Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle consacrée aux élections législatives à J-5 du premier tour de scrutin qui peut donner à François Hollande la majorité qu'il souhaite pour gouverner ou lui imposer une cohabitation. Avec nous autour de cette table, Valérie Boyer, bonjour. Bonsoir. Vous êtes candidate UMP pour la première circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Patrick Menucci, bonjour. Vous êtes candidat socialiste pour la 4e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Tous les deux, c'est à Marseille, je précise. Thibaut de la Tacnay, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat, bonsoir. Vous êtes candidat du Front National pour la première circonscription du département de Vaucluse. Thierry Pajot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes candidat pour la première circonscription du département des Hautes-Alpes et vous appartenez au Centre pour la France, le MoDem. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Jean-Marc Coppola. Pour le Front de gauche, vous êtes candidat sur la 7e circonscription. C'est également à Marseille, du département des Bouches-du-Rhône. Nous débattrons autour de 4 thèmes. Le pouvoir d'achat, le logement, la sécurité et l'Europe. Mais juste avant d'attaquer sur le pouvoir d'achat, je voudrais qu'on commente très rapidement un sondage Ipsos qui a été révélé aujourd'hui, qui donne en nombre de sièges pour le Parti socialiste entre 249 et 291 sièges. Je rappelle que la majorité absolue, c'est 289, ce qui veut dire que ça va être limite, et ça veut dire aussi concrètement que vous allez être obligé de composer avec des alliés du Front de gauche ou d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ce sont des alliés encombrants, Patrick Menucci? D'abord, les sondages sur les projections de sièges, je crois qu'il faut attendre le vote. Puis de notre côté, nous avons un accord politique avec Europe Écologie Les Verts, et donc il n'y a pas de difficulté. Et le Front de gauche. Nous avons un accord de gestion avec le Front de gauche. Il y a des accords de désistement. C'est une tradition dans la gauche à l'Assemblée nationale de diriger ensemble, de voter les lois ensemble, et ça me paraît tout à fait possible dans ce pays et nécessaire. Alors pour le MoDem, 0 à 3 sièges. Oui, écoutez... Pas terrible. Nous verrons bien, de 0 à 3 sièges, c'est ce que dit le sondage, nous verrons bien d'ici 4 jours le résultat de ces élections. La cohabitation, Valérie Boyer, vous la souhaitez ? Je pense qu'elle est nécessaire parce que, excusez-moi, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, François Hollande a les moyens de gouverner puisque tout est à gauche. Le Sénat, les régions, le Conseil général, les villes, maintenant le gouvernement provisoire, la présidence de la République, sans compter le monde de la culture et une grande partie du monde des médias. Donc on est dans une France rose, rouge, verte et il est quand même temps de mettre une autre couleur pour respecter la parole des Français qui s'est exprimée pour les dernières élections présidentielles à quasi 50% à droite. Donc moi, j'espère que nos couleurs l'emporteront pour les législatives, puisque ça va être le dernier espace de respiration pour les valeurs de la droite et du centre. Le Front de gauche, 21 à 23 sièges. Groupe parlementaire possible. Force de frappe importante, Oui, force de frappe, mais nous l'avons toujours dit, nous voulons faire réussir... pouvoir de nuisance, Non, nous voulons faire réussir la gauche. Je crois que maintenant on est au pied du mur avec des responsabilités. On a entendu les attentes des Françaises et des Français. Nous avons mis hors d'état de nuire Nicolas Sarkozy et la droite. Et il y a beaucoup à construire et à reconstruire. Et nous serons des députés, justement, qui porteront ces attentes et ces préoccupations. Thibaut de la Tacnay, dans ce même sondage, le Front de gauche est donné à 7% des voix globalement, le Front National à 14%. Et quand on regarde le report en sièges, le Front National est crédité de 0 à 3 sièges. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Oui, un petit problème, qui vous gêne. Vous le laissez supposer, c'est effectivement une sous-représentation incroyable du Front National. Ou de la proportionnelle, très clairement. Évidemment. Et donc, d'ailleurs, avec la proportionnelle, nous aurions plus de 100 députés. Ça pose un réel problème. Ceci étant, je pense que malgré tout, et même si c'est difficile, eh bien, je pense que nous aurons quand même, j'espère, au moins 10 ou 15 députés. Valérie Boyer ? Oui, effectivement, contrairement à d'autres partis, c'est vrai que le Front National est quand même là pour faire échouer la droite et le centre, et que c'est le meilleur agent électoral du Parti socialiste. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a ces reports en siège qui sont un petit peu curieux. Patrick Menucci, vous avez la parole. Non, mais c'est je vous vois trépigner, vous avez la parole. Pas du tout, mais je dis que c'est toujours amusant de voir Madame Boyer qui a soutenu Jean-Claude Gaudin quand il avait des accords au Conseil régional avec le Front National. J'étais pas allé en politique à ce moment-là, contrairement à vous. Qui a accepté ces accords, qui dit à longueur de journée des choses qui ressemblent beaucoup à celles du Front National, venir nous raconter cela. La vérité, tout cela n'est pas... À chaque fois qu'il y a une
triangulaire, 8 fois. À chaque fois qu'il y a une triangulaire, c'est bingo pour ça le Parti profite au socialiste. candidat socialiste. Mais pourquoi? C'est une réalité. Mais attendez, Non, mais c'est un drôle de raisonnement quand même. C'est un drôle de raisonnement. C'est pas un raisonnement, mais c'est un drôle de raisonnement. C'est un constat. On peut pas nier les faits. Ce qui consiste, par exemple, comme disait le camarade Lénine, comme vient de le faire Madame Boyer, de nous dire que il faut, je dirais même c'est savoureux, de dire qu'il faut qu'il y ait des élus de droite, qu'il faut qu'il y ait une cohabitation, alors que j'ai entendu toujours les élus de droite, quand il y avait la cohabitation entre la gauche et la droite, dire que c'était pas du tout un bon système. Non, il faut pas de cohabitation. Non, mais il faut donner à François Madame Boyer. Vous n'êtes pas dans votre circonscription, là, on est là pour tout le monde. Non, mais donc on est tranquille, on est tranquille. Je suis très courtois, mais je vous demande de faire de même. Donc la question pour nous aujourd'hui, c'est de donner une majorité à François Hollande, de lui permettre de gouverner et d'appliquer le programme politique que les Français ont choisi. Il a déjà la majorité, François Hollande. Il a Jean-Marc toutes les institutions. Coppola, alors juste un mot sur le fait qu'effectivement le Front de gauche, 7% des voix, 20 à 23 députés, 14% des voix dans leur globalité pour le Front national, 0 à 3 députés. Pas de proportionnel pour le Front de gauche, surtout pas. C'est un scrutin qui vous avantage, celui-ci. Non seulement la proportionnelle, mais une 6e République. Je ne vais pas développer, compte tenu du temps de parole que nous avons. Ce n'est pas l'égalité, mais l'équité. Absolument. Je voulais juste dire que Mme Boyer était vraiment en forme à cette heure tardive de la journée, parce qu'elle dit le Front National, ça sert bien, la gauche, etc. Oui. Mais on a vu les idées, les thèses du Front National à l'œuvre depuis 5 ans avec Nicolas Sarkozy. On a vu le résultat sur l'immigration, sur le sécuritaire, et aujourd'hui, eh bien, un bon débarras, puisqu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui ont dit c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons construire une France du vivre ensemble, et c'est à cela que nous allons nous atteler. Voilà, le minimum, c'est que je puisse m'exprimer sur cette question, puisque le Front National a été mis en cause. Je voudrais dire officiellement à tous les électeurs et électrices de Provence-Alpes-Côte d'Azur que le problème par rapport à l'UMP, c'est l'UMP le problème, c'est pas le Front National. Marine Le Pen a posé la question à M. Sarkozy, officiellement, qui a répondu d'ailleurs, très honnêtement. S'il y a un duel Front National, Parti Socialiste, vous choisissez pour qui? Sarkozy a répondu abstention, et au cas par cas, nous pourrions être amenés à soutenir une personnalité socialiste. Je voudrais donc bien savoir comment l'UMP peut compter sur les voix du Front National pour faire barrage aux socialistes. C'est l'UMP qui nous rejette. Nous n'avons jamais rejeté l'UMP. Et d'ailleurs, certains UMP sont en train de franchir le Rubicon. Et vous allez voir... Oui. Mais les électeurs, croyez-moi, les électeurs en masse vont voter pour nous. Valérie Boyer et après Thierry Pajot. Contrairement au Parti socialiste qui ne rougit pas de s'allier avec des communistes et avec des gens qui tiennent des propos hallucinants en disant que M. Castro est un brave homme et j'en passe et des meilleurs, et certains propos qui sont antisionistes par exemple, nous avons une ligne claire qui est celle qu'il ne s'agit pas de mépriser les électeurs du Front National. Nous apportons des vraies réponses et une alternative à leurs questions. Moi, je ne méprise pas les électeurs du Front National. Ils sont très nombreux dans ma circonscription. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le Front National parce que pour un accord, il faut être deux et il faut aussi, et contrairement à ce que dit M. de la Tocquenay, je ne crois pas du tout que les choses se soient passées dans ce sens-là, et que aussi il faut respecter un certain nombre d'engagements. Voilà. Alors, dernière question sur ce point-là à Thierry Pajot, juste sur le fait qu'effectivement entre 0 et 3 députés, c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'à votre avis... Préciser le pourcentage. Je n'ai pas précisé le pourcentage, je vais vous le donner tout de suite, je l'ai sous les yeux. C'est 3%. 3%. Ma présence ici... je finis ma question, je finis juste ma question. Est-ce qu'à votre avis, vous payez le fait que François Bayrou, très clairement, entre les deux tours, est appelé à voter François Hollande? Alors, nous avons Parce que ça a créé beaucoup de tensions. Nous avons payé le prix, il faut être honnête, il y a à peu près 3 semaines. Et après, on passe au pouvoir d'achat. Quand sa décision a été prise. Voilà, mais depuis 3 semaines, nous sommes en reconquête locale et reconquête, puisque je suis ici au nom de tous les représentants du Centre pour la France, pour la région PACA. Nous sommes en reconquête de proximité depuis 3 semaines. Les gens ont compris que M. Bayrou intègre et droit avait choisi un avis personnel. Et nous... Dans les Hautes-Alpes ou dans les autres circonscriptions de notre région, nous défendons nos valeurs, nos engagements. Nous sommes au-delà de toutes ces polémiques intra et hors circonscription, et nous souhaitons défendre la vie quotidienne des Français. Je crois que c'est le premier thème que vous allez énumérer à l'instant. Très bien, merci beaucoup de m'avoir lancé sur le premier thème qui est donc le pouvoir d'achat. Et une question vous est posée par Jean-Luc Duriez. Jean-Luc Duriez fait partie de la Confédération syndicale des familles du département des Bouches-du-Rhône. Écoutons-le et vous répondez juste après.
Il y a un rapport qui vient d'être publié ce matin des hauts fonctionnaires de Bercy disant qu'il faut absolument que l'État fasse encore des économies pour diminuer le déficit budgétaire. Et j'ai l'impression que ça va se porter sur les prestations familiales, par exemple. Et nous, à la Confédération syndicale des familles, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous, pour le budget des familles. Est-ce qu'il va y avoir des incidences sur les prestations familiales? Patrick Mennucci. Écoutez, la question est très précise. Il me semble qu'il y a déjà une mesure qui a été prise par le gouvernement qui contredit les inquiétudes de ce monsieur, mais c'est tout à fait normal. L'augmentation de l'allocation de s'interroger, 25%. Plus 26%. Voilà, d'augmentation de l'allocation sur la rentrée scolaire, ça me paraît quand même un élément. Vous posez une question, grosso modo, qui est celle du pouvoir d'achat. Il y a dans notre projet, le gouvernement est en train de travailler à la préparation des textes. Il y a l'encadrement des dépassements d'honoraires médicaux. Il y a vraiment la question de favoriser la baisse du prix du médicament. Il y a la nouvelle tarification pour le gaz, pour l'électricité et pour l'eau, avec un tarif social pour les premiers mètres cubes consommés. Il y a la mesure qui a été prise hier, qui est l'encadrement de l'augmentation des loyers au moment du changement du bail. Donc, en matière de pouvoir d'achat pour les familles, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous l'impulsion du président de la République, est en train de faire ce qui a été dit par François Hollande dans sa campagne électorale. Valérie Boyer, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Je ne crois pas, parce que déjà, vous êtes contre l'augmentation de la rentrée scolaire? Ah, calmez-vous, Monsieur Mennucci. Je suis très calme, vous me posez une question. Monsieur Mennucci n'a pas parlé des attaques contre les heures supplémentaires, qui vont être supprimées, notamment les exonérations des heures supplémentaires. Monsieur Mennucci n'a pas parlé non plus des projets qui concernent le quotient familial, c'est-à-dire ceux qui favorisent les familles qui élèvent des enfants et qui travaillent. Ces mesures sont vraiment des mesures anti-pouvoir d'achat. Et la première mesure pouvoir d'achat, c'est de favoriser l'emploi. Or, c'est pas en augmentant le SMIC, comme il compte le faire, qui est en plus une fausse augmentation du SMIC, qui fragilise les entreprises, qui fait qu'on est au-delà du choc de compétitivité, mais qu'en plus, on risque d'aller vers encore une délocalisation, qu'on favorise le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas distribuer des prestations sociales sans les financer, comme sont en train de le faire, comme est en train de le proposer par décret en plus, le gouvernement. C'est pas non plus augmenter les retraites, enfin augmenter les cotisations sur les retraites sans les financer. Parce que ça, c'est une mesure anti-pouvoir d'achat. Oui, mais peut-être. C'est quand même une mesure. Voilà un premier coup au pouvoir d'achat qui est porté aux Français. Thibault de la Tocquenay. La question au-delà du pouvoir d'achat était précisément sur les familles. Donc je répondrai sur les familles. Dans notre programme que nous avons chiffré, qui était le programme présidentiel, je le connais bien puisque j'étais le coordinateur du chiffrage, nous l'avons repris pour les législatives. Nous prévoyons d'augmenter les allocations familiales de 10 milliards en 5 ans, en appliquant la préférence nationale. D'autre part, nous avons une mesure spécifique qui est le revenu parental. C'est une mesure forte que nous créons de toutes pièces. C'est 22 milliards en 5 ans. Voilà. Et c'est donc, je crois malheureusement que les petites mesures annoncées par le Parti socialiste sont des mesurettes concernant la famille. Nous considérons que la relance de la démographie, la relance de la famille est fondamentale parce que l'échec de la démographie, l'hiver démographique, est une des raisons fondamentales, par exemple, du problème des retraites. Il n'y a pas que le problème démographique, mais pour un certain nombre d'indices économiques, une démographie qui va à volo, c'est l'explication de tas de problèmes que nous avons en France. Donc nous relançons, je réponds directement à ce monsieur, nous avons des mesures extrêmement fortes en faveur de la famille. Jean-Marc Coppola. Écoutez, quand on est dans un pays qui est la 5e puissance du monde et qui a 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, je crois qu'il ne faut pas tergiverser sur les mesures. Il faut augmenter considérablement les salaires, en commençant par le SMIC et avec les répercussions. Nous restons... La proposition de porter le SMIC à 1 700 euros, qui était la proposition de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, n'a pas été retenue. C'est une augmentation de 21% du SMIC, alors qu'en 1980, il a été augmenté de 25%, et nous créons aujourd'hui 2 fois plus de richesses dans le pays qu'il y a 30 ans. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vivre avec moins de 1 393
13 euros. Michel Sapin a parlé d'un coup de pouce au SMIC. Non, mais il c'est a pas tout un de coup de suite pouce. rajouté derrière. Je ne connais pas la largeur du pouce. Hein. Oui, ça sera pas 1700. Et il faudra une réforme fiscale, justement, juste de façon à redonner du pouvoir d'achat et à payer justement le travail. Et donc, c'est à la fois permettre de vivre décemment, mais c'est aussi une solution de sortie de crise. Valérie Boyer et Patrick Bénucci. Je voudrais juste rajouter que le coup de pouce au SMIC, parce qu'il faut être concret pour les téléspectateurs, le coup de pouce au SMIC, ce serait entre plus 11 euros et plus 16 euros si le SMIC augmente de 1% ou s'il augmente de 1,5%. Alors que la remise en cause de la loi TEPA, c'est-à-dire de l'exonération des heures supplémentaires, c'est moins 50 euros que le gouvernement s'apprête à faire aujourd'hui. Or, je rappelle que les personnes qui touchent le SMIC aujourd'hui, c'est entre 10 et 11 euros de la population, que nous proposons des mesures qui visent à faire en sorte que le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le salaire net des salariés de 1 SMIC à 2,5 SMIC par la baisse des charges sociales, soit augmenté. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est deux choses. D'une part, que les gens aient plus d'argent sur leur fiche de paye en net, et d'autre part, que leur emploi ne soit pas détruit. Et quant à la famille, moi je voudrais qu'on garde quand même un système qui, comme en France, nous permet d'avoir, c'est vrai, une démographie qui est correcte par rapport aux autres pays européens, même si on pourrait espérer qu'elle soit supérieure, mais surtout un taux d'employabilité des femmes qui est très élevé. Donc pour moi, il n'est pas question de remettre en cause le fait que les femmes travaillent et puissent élever leurs enfants, parce que ça aussi, c'est un enjeu majeur pour la famille. Thierry Pajot, sur le pouvoir d'achat, et après une question pour Patrick Bénucci sur entre autres, le financement de toutes ces mesures. Alors, vous savez que les Hautes-Alpes, c'est un département entièrement consacré à l'économie de montagne. Ouais. Et je crois qu'on a oublié deux choses. On a oublié d'abord l'aide aux étudiants. Je crois qu'il faut qu'on revoie... Mais l'allocation de rentrée, vous qui êtes enseignant... Entièrement d'accord. Nous nous félicitons, nous nous félicitons de cette augmentation de 25-26%. Nous le souhaitons dans notre programme. Et nous disons bravo au gouvernement de mettre en application cette promesse électorale. N'oublions pas les étudiants qui ont un pouvoir d'achat très faible. Donc nous souhaitons revoir les aides financières pour les étudiants. Vous avez raison par rapport au 10e mois d'allocation boursière. Mais je pense qu'il y a un dossier unique à revoir pour les étudiants. Et d'autre part, nous sommes, comme je le disais en premier, un département agricole. Il ne faut pas oublier les retraites des gens qui arrivent à l'agriculture qui sont extrêmement faibles. Donc nous pensons... Pas seulement dans l'agriculture. Pas seulement. Les veuves vivent avec 600 ou 700 euros par mois. Les conjoints, les veuves, les agriculteurs. Nous souhaitons que le pouvoir d'achat des retraités dans l'agriculture soit amélioré. Patrick Bénucci, pour ramener le déficit public à 3% en 2013... Une précision. Oui, après j'ai une question à vous poser. Non mais allez-y, précisez, je vous pose la question après. Allez-y. On ne peut pas laisser la représentante de l'UMP affirmer que le coup de pouce au SMIC va être de 10 euros, comme je viens de l'entendre. C'est à peu près... C'est à peu près 1,5%, c'est le cas. Est-ce qu'on peut demander à Madame Valérie Boyer de se comporter normalement dans un débat? Est-ce que c'est possible? Allez-y. Donc la déclaration que vient de faire Monsieur Hérault cet après-midi, c'est d'être sur une base d'une augmentation de 55 euros du SMIC. Donc, s'il vous plaît, ne commençons pas à... C'est pas Madame Boyer qui représente le gouvernement, ni qui dit ce que va faire le gouvernement. D'ailleurs, je dis un mot parce que j'ai entendu tout à l'heure une chose dans la bouche de l'UMP qui vraiment me révulse, c'est quand on fait la comparaison avec l'extrême droite et avec le Parti communiste. Madame Boyer ne doit pas se rappeler très bien que les ancêtres du Front National étaient dans la milice. On est sur le pouvoir d'achat. On est sur le pouvoir d'achat. On est sur le pouvoir d'achat, mais il y a des choses que moi, je ne laisse pas passer la semaine dernière, dans un débat. Pour amener le déficit vous avez public... l'indignation... vous n'avez qu'à pas dire des choses pareilles. J'aimerais vous la poser. Ce n'est pas la vérité du tout. Pour amener le déficit public à 3%, ce qui est une obligation... Vous êtes d'une grossièreté, madame, vraiment. Pour amener le déficit public à 3% en 2013, qui est une promesse qui a été faite par d'ailleurs tous les candidats, puisque c'est une obligation à la présidence de la République, puisque c'est une obligation par l'Europe. Le traité Sarkozy-Merkel, qui est toujours d'actualité, c'est 0,5% des déficits publics. C'est 3% pour 2013. Hein. Oui, mais... Non, mais on est d'accord. Si on revoit le traité, d'accord, on traitera peut-être l'Europe, mais 3% ramené à 3% en 2013. La semaine dernière, la Commission européenne appelle Paris à prendre des mesures pour redresser les comptes publics. Et entre autres, on se demande si effectivement le coup de pouce au SMIC et l'allocation de rentrée, entre autres,
la retraite à 60 ans aussi. Je suis désolé, le coup de pouce au SMIC sont finançables. Sont finançables, entre guillemets. En tout cas, c'est l'inquiétude qui a été clairement exprimée par M. Barroso la semaine dernière. Excusez-moi, voilà, s'il n'y a pas de professeur d'économie, je me garderai de le faire, à part peut-être M. de la Tocquenay, mais le SMIC ne rentre pas dans le déficit de l'État. Nous parlons là nous parlons là de salaires qui sont issus d'entreprises, qui ont de la production, donc il ne faut pas mêler les choses. Deux mesures sont dans le collimateur. Deux mesures sont dans le collimateur de la Commission européenne. C'est le coup de pouce au SMIC, très clairement, par rapport justement à cette obligation de respecter les 3% en 2013 du déficit public, et la retraite à 60 ans. Écoutez, ça a été clairement écrit. Oui, mais ça peut être écrit, mais ce n'est pas je vous pose la question. Oui, mais ce n'est pas la Commission européenne qui dirige ce pays. Jusqu'à présent, un homme, François Hollande, a été élu président de la République. Dans les 10 jours qui viennent, nous aurons une majorité, je l'espère, de gauche à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui dirige le pays. Ce n'est personne d'autre. Ensuite, il y a les discussions, et vous voyez comment le président Hollande a pris la question européenne en étant vraiment dans les premiers jours de son mandat extrêmement attentif à parler avec nos partenaires pour infléchir notamment la position de Mme Merkel. Je ne dis d'ailleurs pas la position de l'Allemagne, car les sociodémocrates allemands sont d'accord avec nous sur un certain nombre de questions, notamment les eurobonds, notamment la structuration globale de la dette. Moi, j'ai le sentiment que ce gouvernement fait un très bon travail. C'est d'ailleurs un peu ce que nous percevons dans ce que nous disent nos électeurs aujourd'hui. Et nous allons arriver à sortir le pays de la situation où l'a jeté le sarkozysme pendant ces 5 années, qui a créé une crise à la fois économique, mais aussi une crise morale. Thibault de la Tocquenay, sur cette recommandation faite par la Commission. Oui, et surtout, oui. Et qui forcément, à un moment donné, in fine, va obliger le gouvernement à prendre... risque d'obliger c'est tout le problème. C'est tout le problème. Ce débat essayer de respecter un certain nombre de mesures. Ce débat sur le pouvoir d'achat met bien en évidence la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement actuel. Et d'ailleurs, l'UMP, c'est justement ce problème de l'Europe de Bruxelles. Et contrairement à ce que dit M. Menucci, excusez, 80% des lois qui sont votées au Parlement sont issues et en fait imposées par Bruxelles. Ce sont les chefs d'État qui décident des politiques européennes. Oui, mais à l'heure actuelle, pas des commissaires. À l'heure actuelle, 80% et donc, des lois... aujourd'hui, vous avez oublié qu'il y a un nouveau président de la République, et peut-être demain, j'espère, en tout cas, une nouvelle majorité. Vous parlez de ce qui se passe. Arrêtez de dire c'est Bruxelles. Et nous avons le traité, c'est les chefs d'État qui décident cela. Je prends acte. Vous voyez une mesure que nous proposons, qui justement est possible parce que nous souhaitons. Et si M. Montebourg, dont nous avons apprécié certaines positions sur la démondialisation, je le dis carrément, vous voyez, si M. Montebourg... c'est un scoop, hein. Mais pourquoi M. Montebourg, moi j'ai organisé un débat sur les délocalisations en 2005. J'étais un des premiers. C'est pas ce que vote le Front National à la région en général, hein. Veuillez me laisser terminer, s'il vous plaît. Il faut s'affranchir. Il faut renégocier un certain nombre de choses avec l'Europe de Bruxelles. Et voici une mesure que nous souhaitons mettre en place. On négocier quoi, par exemple, avec l'Europe de Bruxelles? C'est l'exonération. Les mesures sont un petit peu complexes et j'essaie de les expliquer simplement pour les auditeurs. Je pourrais parler un peu plus que 10 secondes. Nous souhaitons exonérer de 200 € les charges sociales salariales de tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Ça coûte 15 milliards net. Comment nous le finançons? Et c'est là, justement, que nous nous affranchissons de l'Europe de Bruxelles par rapport à des dispositifs comme la TVA sociale. Nous mettons en place une taxe de 3% sur toutes les importations françaises qui viennent en France. C'est 500 milliards, 3% de 500 milliards, c'est 15 milliards. 15 milliards qui financent les 200 €. L'État n'a pas à sortir cet argent. C'est typiquement une mesure qui devrait être acceptée à la limite par la gauche. Je m'empresse de le dire, Cette mesure est une mesure d'urgence. Mais bien sûr, nous savons que le pouvoir d'achat doit essentiellement, être fait, on doit en tenir compte en faisant des mesures d'urgence, mais nous pensons vraiment qu'en réalité, le pouvoir d'achat sera relancé quand on aura fait la réindustrialisation et quand on aura mis en place un minimum de protection et qu'on aura fait la relance économique. La retraite à 60 ans, Thibault de la Tocquenay, le Front National est pour, me semble-t-il. Le coup de pouce au SMIC, il me semble que le Front National est pour aussi. Oui, à condition. Visiblement, dans le sentiment, effectivement, que vous êtes plus proche de la gauche que de l'UMP. Vous avez vu le Front National dans les manifestations pour défendre la retraite, M. Bézère? Nos propres manifestations, monsieur. Enfin...
Alors, je pourrais dire... Madame Boyer. D'abord, je voudrais intervenir sur un certain nombre de choses pour rappeler qu'actuellement, dans notre pays, tous les pouvoirs sont à gauche et que le seul espace où il n'y a pas la gauche pour l'instant, c'est l'Assemblée nationale. Donc, d'où la nécessité de faire en sorte que l'UMP et le centre gagnent ces élections législatives, parce que c'est une nécessaire respiration démocratique. C'est totalement inédit dans l'histoire de France. Même sous De Gaulle, le Sénat a été contre le général de Gaulle, même s'il était à droite. Alors, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, d'abord, je le répète, la première chose, c'est que la relance, ça ne se décrète pas, ça s'organise éventuellement. Et d'une part, et d'autre part, il faudrait quand même faire en sorte que il y ait des droits et aussi des devoirs, y compris pour les prestations sociales que vous allez augmenter sans aucune contrepartie. Ce que je voudrais dire par rapport au SMIC aujourd'hui, c'est que le coup de pouce du SMIC, s'il met en péril l'emploi, on aura un échec absolu de ce qui est annoncé aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire on augmente le SMIC, mais tous les patrons ont envie d'augmenter leurs salariés dans la mesure où ils gagnent de l'argent. Je veux dire, on n'est pas dans un système où on est là pour exploiter les gens. L'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte que les salaires ne soient pas trop chers pour que les entreprises ne se délocalisent pas. Et la première mesure à faire, c'est faire en sorte que les charges sociales, notamment les charges salariales, soient diminuées afin que ça donne du pouvoir d'achat aux salariés. Et notamment, nous avons proposé du SMIC à 2,5 SMIC. Et puis, de façon à ce que l'emploi soit moins cher et qu'on puisse embaucher plus. Ça, c'est une mesure anti-délocalisation concrète. Et le choc de compétitivité que nous avions proposé avec l'augmentation de la TVA, c'est justement pour ça. C'est pour équilibrer tout cela. Et je voudrais rajouter aussi très rapidement, je souhaiterais vraiment sur les mesures pouvoir d'achat, les droits de succession. Les droits de succession et l'exonération des droits de succession entre conjoints survivants qui concerne 95% des Français, eh bien ça c'est aussi une mesure pouvoir d'achat, une mesure de justice sociale, parce qu'il n'y a rien de plus soviétique que les droits de succession. Ah bah écoutez, chacun se référence. Juste une les droits de succession sur un patrimoine acquis pendant toute sa vie. Juste une dernière question à Patrick Mennucci, mais très rapidement s'il vous plaît. Très rapidement s'il vous plaît. Martine Aubry a déclaré qu'il fallait une augmentation des impôts. Non, Martine Aubry n'a pas déclaré qu'il fallait une augmentation. Donnez-moi le texte. Donnez-moi le texte. Martine Aubry a dit, mais non, Martine Aubry a dit, il existe des marges, et vous traduisez, elle a dit, il faut une augmentation des impôts. Elle a clairement parlé des impôts, et elle a même dit, il risque d'y avoir du sang, des larmes et de la sueur. Il est évident que si demain... Très rapidement, et après on passe au logement. Il est évident que si demain la Grèce fait défaut, la situation va être compliquée. C'est ça que disait Martine Aubry. Mais je veux revenir au pouvoir d'achat en terminant. Je trouve que l'UMP n'a rien appris de cette période qui vient de s'écouler et de sa défaite. Et quel culot d'aller contester à des gens qui sont au SMIC le droit d'avoir 55 € de plus sur leur feuille de salaire. Mais quel... Ce qui est vraiment insuffisant d'ailleurs. Mais vous leur supprimez les heures supplémentaires, 500 € par an moins. Mais quelle morgue, quel refus de voir la vérité de la difficulté. Mais même vous n'y croyez pas, ces envolées fausses. Martine Aubry a dit, je cite la phrase, il faut des entrées d'impôts supplémentaires. Voilà, c'est précisément la phrase qu'elle a prononcée hier. Mais monsieur Bézère, Madame Aubry a précisé, dites la phrase entière, que la question, c'est la question de la réforme fiscale et de qui payera et de l'équilibre entre le capital et le travail. Parce que depuis 10 ans que la droite est au pouvoir, il y a eu un déséquilibre. On va passer au logement. Entre les impôts du capital et du travail. Je voudrais simplement détailler très brièvement, parce qu'après Ségolin, on a Martinette. Il faudra avoir le temps de parole aussi, M. Bézère. Justement, le temps de parole, M. Mennucci l'a monopolisé. Citer la hausse des cotisations vieillesse de 0 point par an, 2 milliards. La suppression des exonérations des charges sociales, 3 milliards. Le coût de rabot de 10% sur les emplois à domicile, 1 milliard. L'abattement sur les droits de succession, 1,6 milliard. L'exonération fiscale des heures supplémentaires qui concerne quand même 9 millions de salariés. On arrive à 4... Mais Madame Boyer, parlez un peu de la vie des gens. On passe au logement. Une question. Parlez de la vie des gens. S'il vous plaît. Vous l'ignorez complètement. Les besoins sociaux, vous les ignorez. Madame Boyer, et vous les savez par définition. S'il vous plaît. Parce que vous êtes Madame Boyer. Non, parce que je suis sur le terrain. Parce que je vis cela. Monsieur Coppola. Moi aussi. On va passer au logement. J'ai pas de leçon sociale à recevoir de vous. C'est une des préoccupations essentielles des Français. S'il vous plaît, on va passer au logement. Une question, comme tout à l'heure, vous est passé. Je vais y arriver. Ah là là, c'est pas facile, hein.
Une question, absolument. Une question vous est posée par Sandrine Chapuis. C'est la directrice d'Habitat Association Aide aux jeunes travailleurs. Écoutez la question, vous y répondez juste après. Dans le cadre de notre activité, nous rencontrons beaucoup de jeunes qui n'ont pas le soutien parental. Donc une question que je voulais poser, c'est comment favoriser l'accès de ces jeunes-là à des logements auprès de bailleurs privés. Donc quelles solutions pour la garantie des loyers nous pouvons mettre en place? Voilà. Et la deuxième question qui me tient à cœur, comment favoriser la mixité sociale au sein des quartiers sur Marseille? C'est-à-dire faire accéder un jeune couple, pourquoi pas qui sort des quartiers nord, et le faire habiter dans le 8e arrondissement sur un loyer accessible. Voilà, merci. Précise, hein? Précise. Thierry Pajot. Oui, alors en France, il manque près d'1 million de logements. C'est une constatation claire et nette, personne ne dira le contraire. Et pourtant, il y a des zones qui sont vides, où il y a des logements vides. Et nous, effectivement, je vais répondre directement à sa question, nous souhaitons une taxe légère, 0,5% à 1% sur les loyers, afin de permettre de supprimer le cautionnement, pour permettre, je réponds directement à sa question, à des jeunes couples de trouver un logement plus facilement, sans avoir à payer le mois de caution, parce que même un mois de caution pour un étudiant, cela peut être difficile à payer. Oui, c'est la caution qu'on paie avant de une utilisation d'une prendre possession de une taxe mutuelle pour permettre, mais qui est débitée. Tout à fait, d'être certain, parce qu'il y a des logements libres et certains propriétaires hésitent à les louer de peur de ne pas percevoir à la fin du mois le loyer. En mutualisant une taxe très légère sur les loyers existants, nous pouvons permettre à ces gens, en toute confiance, de remettre à la location. Et en remettant à la location un très grand nombre de logements, nous pouvons faire baisser les prix, nous en sommes certains, du loyer minimum. Alors François Hollande a proposé très clairement, hein, alors, il y a un décret qui devrait être voté, enfin François Hollande, c'est Cécile Duflot le décret a été signé. Donc, non, pas voté, le décret est voilà, signé. Il est signé, donc il devrait être appliqué à la fin du mois de juin, hein, si mes souvenirs sont bons, avec définir les zones. Voilà, cette mesure qui rentrera en application avant la fin de l'été, c'est-à-dire que les loyers seront bloqués, c'est-à-dire que quand un locataire quittera son appartement et qu'un nouveau locataire prendra possession de l'appartement, il n'y aura pas d'augmentation de loyer. Enfin, les loyers n'évolueront qu'en fonction de l'inflation. Oui, il y aura une augmentation qui en sera fonction de l'inflation. Enfin, ça passera pas. Il n'y aura pas une augmentation de 50%, comme c'est souvent le cas et comme ça se produit effectivement dans certaines grandes villes, de la construction, dont Marseille. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, moi, je vais citer Gérard Collomb. Hein, donc, c'est quand même pas une référence qu'on a habituellement. Sénateur-maire socialiste de la ville de Lyon, qui dit que ce type de mesure serait une catastrophe économique pour notre pays. D'ailleurs, tous les professionnels du logement le reconnaissent. En fait, la solution pertinente à l'inflation des prix des loyers, ça passe par la relance de la construction à grande échelle et dans les zones les plus tendues. Ce que propose l'UMP, c'est ça ? Tout à fait. C'est ce que propose l'UMP, c'est ce que l'UMP a fait. Notamment, regardez, prenez l'exemple sur Marseille. L'UMP sur Marseille, avec les autres collectivités, mais essentiellement porté par la ville de Marseille, nous avons ce qu'on appelle des programmes de rénovation urbaine qui interviennent dans les quartiers les plus compliqués. Et d'ailleurs, nous avons des projets, y compris pour le centre-ville, quasiment tous au nord de la Canebière, à l'exception d'un, qui font en sorte que non seulement on rénove le quartier, mais en plus on offre un panel. Parce que qu'est-ce qui compte pour les Français aujourd'hui? C'est effectivement d'avoir une réponse à leurs besoins de logement, mais c'est aussi d'avoir un parcours résidentiel, parce qu'on n'a pas toute sa vie vocation à rester dans le logement social. Or, aujourd'hui, le fait que des logements privés ne se libèrent pas, le fait que la construction soit difficile et extrêmement coûteuse, eh bien, fait que, par exemple, dans le logement social, il n'y a plus de turnover, c'est-à-dire que les gens restent, on n'a même pas 1% de personnes qui changent du logement social. Ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement UMP a fait des prêts locatifs à l'intégration, des prêts locatifs à usage social, des prêts locatifs sociaux, et que, au-delà de l'effort quantitatif que nous avons fait, il y a eu un gros effort qualitatif pour tous ces logements, et que la réponse à apporter aujourd'hui ne réside pas dans le blocage des loyers, mais dans l'offre et la garantie, notamment pour les propriétaires, pour qu'ils aient envie de louer ce bien. Thibault de la Tocquenay. Jean-Marc Coppola après, Patrick Menucci ensuite. Nous pensons quant à nous, en matière de logement, comme dans beaucoup d'autres,
Le constat, c'est des mesures. Thierry Pajot l'a souligné, 1 million de logements, déficit d'1 million de logements sur le territoire. C'est ce qu'a prévu de faire construire François Hollande sur le quinquennat. Ces chiffres, je peux les contester. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de logement. Concrètement, nous ne sommes pas pour des mesures coercitives de blocage des prix, mais pour des mesures de soutien lorsque c'est nécessaire, comme par exemple tout à l'heure sur le plan du pouvoir d'achat. Nous avons programmé, chiffré, la construction de 250 000 logements étudiants en 5 ans. C'est 3,7 milliards. Parallèlement, nous pensons que, là c'est pour les étudiants, pour les ménages les plus défavorisés, nous croyons beaucoup à l'acquisition des logements. Et nous voulons mettre un énorme coup de pouce sur le soutien au PSLA, PAS, pour location-acquisition des logements. Et là, nous avons chiffré 7,5 milliards en 5 ans. Mais, et je tiens à le dire, c'est là peut-être que malheureusement, sur le chiffre de 1 million de manque de logements, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, c'est que nous osons le dire. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Et oui, non mais attendez, et lorsque des Français très défavorisés posent préférence nationale également pour l'obtention de logements. Et oui, bien sûr, parce que quand il y a une famille défavorisée qui a posé son dossier, imaginons, et qu'elle est en passe d'avoir le logement, imaginons qu'une pauvre famille kurde qui a tout perdu, qui se présente sur le sol français, elle va forcément avoir des revenus encore plus faibles, et elle passera devant. Donc, Rocard avait dit en son temps, on ne pouvait pas accueillir toute la misère. Il faut la renvoyer chez elle. Mais par contre, il faut faire un certain nombre de choses pour les étudiants, pour les ménages défavorisés, mais il faut aussi appliquer la préférence nationale. C'est du bon sens. Voilà. Jean-Marc Coppola. Je comprendrais qu'on ne soit pas d'accord avec ce type de proposition. Autrefois, le Parti communiste, d'accord. Et non, sur ce sujet, il y a une vraie préoccupation quand même des Français. Avec le pouvoir d'achat, s'il vous plaît, monsieur de La Tocquenay. Vous n'êtes pas ici à la région à insulter, injurier comme vous le faites sans arrêt. Je crois qu'une des premières mesures, c'est que le droit au logement soit vraiment une priorité nationale. En abrogeant, y compris la loi Boutin avec toutes les aides fiscales au logement spéculatif privé, en construisant, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'emploi, eh bien, construire 200 000 logements sociaux de qualité par an avec les habitants. Ça peut participer à la croissance. Ça peut participer effectivement à la croissance, à l'emploi, et avec des mesures, assez importantes, par exemple sur le blocage des loyers. Nous proposons, nous, que les loyers ne dépassent pas 20% des revenus. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs qui dorment dans une voiture, des travailleurs qui sont à l'unité d'hébergement d'urgence. Comment est-ce possible dans une ville comme Marseille? Et quand Mme Boyer dit la droite a beaucoup fait, il y a encore 40 000 demandes de logement à Marseille auxquelles on ne répond pas. Donc il y a vraiment urgence à s'attaquer à ce dossier-là. Je pense que la mesure qui est proposée par Cécile Duflot est une avancée, mais très limitée par rapport aux besoins, bien entendu. Et il faut bien entendu aussi revaloriser l'allocation. Alors, Patrick Mennucci, le secteur du bâtiment est vent debout contre cette proposition du gouvernement, surtout quand on sait très clairement, et ce sont les chiffres qui le montrent, que c'est un secteur qui est en manque d'investissement. Est-ce que le risque d'une proposition comme celle-ci n'est pas d'assécher le marché ? Aujourd'hui, il ne faut d'abord pas prendre cette mesure pour unique. Il y a d'autres mesures. Mais celle-ci en particulier. Non, mais écoutez, le gouvernement ne fait pas une mesure après l'autre, il a une politique globale en matière de logement. Il faut parler en même temps de ce qui va se passer sur les terrains de l'État. Les terrains de l'État, et à Marseille en particulier, dont des terrains de l'État aux collectivités territoriales, qui vont être donnés aux collectivités locales, qui vont les passer aux offices HLM. Il va y avoir des tours de table qui vont être organisés dès le mois de septembre, avec un certain nombre de terrains qui sont aujourd'hui en train d'être repérés. Je pense aux terrains, par exemple, de la rue Nationale dans le 1er arrondissement, à des terrains d'Euroméditerranée qui changeront de destination. Il faut donc voir cette mesure globalement. Mais je veux quand même dire une chose. On s'insurge à droite, on s'insurge dans les syndicats patronaux du blocage du prix du loyer au moment d'un changement de bail. Et moi, je voudrais poser la question différemment. Quelle est la légitimité d'un propriétaire, parce qu'il passe de monsieur X à madame Y, quelle est la légitimité
Quelle est la morale qui consiste à passer un loyer de 700 € à 900 € sans faire le moindre travaux, le moindre amélioration dans un logement? Moi, je crois qu'on est là. Oui, mais on est là exactement dans le pourquoi les Français ont élu François Hollande. C'est le système libéral qui permet à un propriétaire d'avoir la main sur le loyer qui va être imposé. Mais le propriétaire a toujours la main sur ses loyers. Il touche toujours son loyer, mais il n'y a aucune légitimité, à faire des augmentations de 20 à 25% parce qu'on passe d'une personne à une autre. Et cette façon de faire là, elle a des conséquences. Quand on est sur le terrain, notamment dans les secteurs où les gens sont le plus en difficulté, Marseille, 28% de Marseillais sous le seuil de pauvreté. Eh bien, on voit des gens qui sont mal logés, qui auraient les moyens de déménager pour aller quelque part de mieux, mais qui ne le font pas parce qu'on propose des augmentations de loyers qui sont insupportables. Eh bien, la mesure du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui était initiée par la campagne électorale de François Hollande et ce qu'il a dit aux Français, est une mesure à la fois de morale, est une mesure qui va permettre aux gens de bouger également. Et je crois que ceux qui croient que François Hollande a gagné cette élection et qui croient que nous allons tout simplement reproduire les politiques qui ont échoué depuis 10 ans se trompent. Nous sommes dans un nouveau cycle et nous proposons de nouvelles choses. Il va falloir que tout le monde s'y habitue et j'espère que les Français nous donneront la majorité le 17 juin pour pouvoir mettre en œuvre cette politique. Alors, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre est absolument effrayant parce que M. Menucci est en train, avant même d'avoir gagné les élections législatives, ce que je ne souhaite vraiment pas, et encore plus en l'écoutant, de changer la Constitution. Je rappelle quand même que le droit de propriété existe dans la Constitution. Je crois que c'est dans les premiers articles de la Constitution. Écoutez, vous saisirez le Conseil constitutionnel, ça suffit, votre grossièreté dépasse tout. C'est incroyable. Ça suffit. Vous avez une morgue. Vous êtes en difficulté à ce point. Mais je ne suis pas en difficulté du tout dans ma circonscription. Soyez calme. Non, mais c'est vous qui êtes quelle grossièreté. Je vous pose une question. Sans arrêt la... Mais pourquoi vous vous situez toujours mais c'est pas parce que vous êtes en train de hurler que ça marche. J'entends bien. Madame Boyer parle de droit à la propriété. Nous parlons de droit au logement. J'ai souffert de... Mais pourquoi vous souffrez? Saisissez le Conseil constitutionnel, madame. Si vous avez la chance à nouveau de député. Chacun son tour. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans un marché en tension, qui est celui du logement, on n'agit pas par la contrainte, mais qu'il faut à la fois rassurer les propriétaires, parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les augmentations de loyer, mais c'est vrai aussi que les propriétaires, quand ils ont des ardoises, quand ils n'ont pas de garantie, parce qu'ils ont par exemple investi toute leur vie pour leur garantir leur retraite par un petit loyer et par des petits appartements, parce que c'est ça aussi la réalité aujourd'hui des propriétaires de logements, il n'y a pas que des gros investisseurs, ils sont en droit aussi d'attendre ce retour sur investissement. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on a tout intérêt à rassurer ce marché et à faire en sorte que les propriétaires ne soient pas dans la contrainte, parce qu'à ce moment-là, ils ne loueront pas leurs biens et on sera dans un marché encore plus difficile. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, très rapidement, c'est que... sécurité. Oui, mais très rapidement. La seconde chose, c'est que par rapport justement au logement, moi, je dis qu'à Marseille, on a fait de gros efforts dans ce domaine, et notamment par les collectivités locales. Et je suis quand même surprise de voir que la région et le Conseil général, qui sont embourbés dans des histoires de prévarication aujourd'hui et de détournement de fonds, et notamment pour les politiques où elles doivent participer à une hauteur importante pour le logement social, ne le font pas comme elles le devraient. Et ce qui compte pour nous à l'UMP, et ce que nous avons souhaité faire, c'est que le logement soit, et l'accession à la propriété vous avez pris beaucoup d'avance. Voilà. Beaucoup d'avance, et le Front National a beaucoup de retard. Donc, 40 000 personnes. Non, on passe à la sécurité. On passe à la sécurité. Question vous est posée par Alphonse Giovannini, unité police CGB FO. Écoute, un peu d'attention, il vous pose une question, donc écoutez-la et puis vous y répondez juste après. Nous demandons une première chose, une nouvelle redisposition des effectifs de police sur le terrain. On sait qu'il y a eu des fermetures d'écoles de police, surtout sur Marseille. Maintenant, on sait que ça va être très dur d'embaucher de suite des policiers. Il nous faut à tout prix des effectifs sur le terrain. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus ? Il y a plusieurs choses. Je crois que c'est une des priorités. C'est qu'il faut qu'on se rapproche du citoyen et qu'on couvre tout le territoire géographique de Marseille. Pour la fin. Alors, Thibaut Latocné, est-ce qu'il faut plus de fonctionnaires dans les rues d'Avignon, de Marseille, de Gap et d'ailleurs ? Alors, nous pensons qu'il y a des bonnes dépenses publiques et des mauvaises dépenses publiques.
Voilà. Et bien sûr, les dépenses publiques qui visent à protéger les citoyens, c'est de la bonne dépense publique, c'est évident. Ça fait partie des fonctions régaliennes. Nous avons chiffré la création de 6 000 postes de gendarmes et 4 000 postes de policiers sur 5 ans. Parce qu'il y a eu d'ailleurs une baisse des effectifs depuis 5 ans avec le mandat Sarkozy. C'est très important. D'autre part, je voudrais parler des places de prison. Et je voudrais l'aborder d'une manière d'abord humaine. Nous avons 62 000 prisonniers, c'est peut-être 62 500, pour 52 000 places de prison. Ça veut dire que les gens sont entassés, première chose. Et deuxièmement, que les différents types de délinquants sont mélangés. Je ne dis pas que c'est la conséquence directe du phénomène MERA, mais nous avons des petits délinquants qui sont au contact de délinquants plus importants. Donc il faut avoir des prisons beaucoup mieux faites. Et donc nous osons dire tout simplement qu'il faut créer 50 000 places de prison. Ça donnera d'ailleurs que 40 000 places nettes, puisqu'encore une fois, il y a déjà 10 000 qui sont. Donc nous les avons chiffrés à la fois en investissement et en fonctionnement. Et c'est un effort qu'il faut absolument faire, parce que c'est de la dépense publique obligatoire. Donc nous considérons que la sécurité, c'est le premier droit des citoyens, et donc nous voulons faire ce qu'il faut en matière de sécurité, tout simplement. Qui paye ? Ah, mais nous avons un programme qui est totalement équilibré. Alors je dirais d'ailleurs tout d'un coup, parce que sinon les auditeurs pourront se demander, les téléspectateurs, mais d'où vient l'argent? Nous avons des gisements d'économie qui sont d'ailleurs tout à fait propres au programme du Front National, puisque nous sortons de l'Europe de Bruxelles. Donc comme l'avait dit... Retour aux francs, ça coûte... Non, je ne vais pas déjà... On ne va pas parler de l'euro. Non, mais M. Sarkozy lui-même nous a copié... Ça coûte de l'argent. Non, mais c'est vous qui le dites. Mais M. Sarkozy... les économistes. Mais j'ai aucun complexe devant n'importe quel prix Nobel, ça m'est complètement égal. Il y en a des prix Nobel qui ont notre programme. Alors il n'y a pas un problème. Donc M. Sarkozy lui-même a dit que ça commençait à suffire que la France paye 7 milliards à l'Europe. 7 milliards par an. Lui-même l'a dit entre les deux tours. Donc là, il y a 7 milliards d'économies. D'autre part, les plans de renflouement de la Grèce et ceux qui continuent, c'est 21 milliards 800 en 5 ans. Et on n'a pas vu la suite. Là, il y a des dizaines de milliards d'économies. Et puis, bien sûr, nous osons le dire, sur le coût de l'immigration, nous sommes très prudents. Nous avons chiffré 40 milliards 8 d'économies sur l'immigration en appliquant de manière très prudente et très partielle la préférence nationale dans un certain nombre de domaines, et ça va être des rentrées... Prudente et partielle, ça veut dire quoi? Par exemple, concernant les aides sociales, vous savez, les 5 branches de la sécurité sociale. Oui, mais voilà, mais prenez pas un air étonné. Très calmement, comme elles sont pratiquées dans certains pays. Nous avons simplement décidé de supprimer les allocations familiales pour les étrangers. Nous avons décidé, ce n'était pas le cas d'ailleurs en 2007, mais crise oblige, etc. Nous conservons l'allocation maladie, chômage et vieillesse identique pour les étrangers. Nous polarisons sur l'allocation familiale. Soit dit en passant, c'est un des plus gros gisements. Nous avons constaté que c'était un des plus gros gisements d'économie en plus pour l'État français. Donc là, nous rentrons de l'argent, si vous voulez. C'est pour ça que par le problème de l'immigration et de l'Europe, eh bien, nous pouvons avoir un programme équilibré. Parce que les autres n'osent pas s'attaquer à ces deux problèmes. Jean-Marc Coppola, c'est pas le fort du programme de Jean-Luc Mélenchon, la thématique de la sécurité. Sentiment que c'est encore un sujet que vous prenez avec pincette. Pas du tout. Oh si, quand même. Pas du tout. Enfin, vous voyez que le programme de Jean-Luc Mélenchon, on est quand même dans une application light entre autres de la répression. Mais vous voyez qu'ici, il y a un sujet qui n'a pas été abordé par aucun débatteur, c'est la question justement des marchés financiers, de la spéculation financière, de l'argent qu'il y a dans les banques. Et effectivement, le Front National préfère pointer du doigt l'immigré ou le français d'origine, comme ça permet de diviser et d'opposer. Vous en faites pas, on pointe aussi oui. financiers. Et justement, on a des mesures qui sont encore plus... Et pas justement de ce qui gangrène, les villes et les cités. Le premier constat... Sur ma question. Le premier constat, c'est qu'il faut d'abord regarder que les lois sécuritaires qui ont été impulsées par Nicolas Sarkozy ont échoué. Regardez par exemple tous les grands trafics qui pourrissent la vie des cités. Ça a été épargné. Et pourquoi? Parce qu'on a à la fois de l'insécurité sociale, on a un chômage et une précarité qui sont fortes. Marseille a le triste privilège d'avoir 24 des 100 territoires les plus pauvres en France. C'est pas étonnant qu'on y retrouve tous les grands trafics. Donc il y a besoin effectivement de reconstruire un service public de police de proximité, de police nationale de proximité. Retour à la police de proximité. Oui, avec la construction de commissariats de proximité. Mais il faut
faut agir aussi sur l'emploi, sur la question de l'éducation, de l'école, parce qu'il faut protéger les enfants. Il faut protéger justement les jeunes de la délinquance. Il ne faut pas dissocier le sujet sécurité de la question de l'emploi, de la jeunesse, de la répression, du reste. Mais sur les gros bonnets, et vous savez très bien que toutes les descentes qu'il y a eu dans les cités avec le ministre de l'Intérieur Guéant ou le préfet de police Gardère ne se sont attaqués que justement aux petits trafiquants et pas aux gros trafiquants. Donc c'est à cela que nous voulons nous attaquer, et ce n'est pas un sujet tabou du tout du front de gauche. On veut s'y attaquer justement très fortement. Vous verriez ce qui se passe dans les cités, eh bien vous ne parleriez pas comme ça. Moi je propose qu'il y ait d'ailleurs des états généraux de la pauvreté et de la précarité pour non seulement faire une photographie, mais agir au bon endroit pour combattre l'insécurité sociale et l'insécurité et la délinquance qui pourrissent la vie de tout le monde. Sur le préfet de police du département des Bouches-du-Rhône, il y a sûrement un point de divergence avec Patrick Menucci qui est pour, je vous ai entendu sur une radio, pour le conserver. Hein, mais moi, vous estimez qu'il fait du bon travail. Non, mais je voulais poser. Non, mais je vous reposerai la question juste après. Je voulais qu'on revienne sur le thème de la sécurité avec Thierry Pajot du Centre pour la France. La police de proximité, le retour de la police de proximité, ça c'était écrit noir sur blanc sur le programme de François Bayrou. Tout à fait. Favorable à cette mesure. Nous sommes entièrement favorables à la police de proximité. Ce n'est pas parce que je viens d'un département de montagne qu'il n'y a pas de délinquance. Il y a des délinquances partout. Simplement, nous avons un habitat très dispersé. Nous sommes très favorables à la police de proximité. Nous sommes favorables également à la présence d'un sous-préfet dans les zones tendues en matière de délinquance, et un sous-préfet avec obligation de résidence à l'endroit de cette zone, car c'est pas sous-préfet en charge de la sécurité. Tout à fait. Sous-préfet en charge de la sécurité dans les territoires définis en commun. Et il est important que quelqu'un qui habite l'escalier B a une vue différente sur l'escalier A, alors qu'il s'il peut habiter dans un beau bâtiment de la République, c'est un peu différent qu'il prenne des mesures. Nous souhaitons également un renforcement de la vidéosurveillance, c'est important. Ouais. Beaucoup de gens chez nous regardent Plus belle la vie. C'est vrai qu'il y a eu tout un mois sur une petite caméra placée sur la place du Mistral. Ça a fait beaucoup parler. Depuis un mois, on n'en parle plus dans Plus belle la vie. On en a parlé beaucoup chez nous. Je crois que c'est important la vidéosurveillance pour permettre... Ça ne remplacera pas la présence... Ça ne remplacera pas la dans un département où effectivement il n'y a pas une délinquance, enfin en tout cas... Il n'y a pas une délinquance. Gap, il y a une certaine délinquance. Briançon, avec ce qui se passe... Tout à fait. Mais les mairies de Gap pensent à augmenter la vidéosurveillance sur certaines zones sensibles de notre communauté. Alors ce sont des zones aussi où il y a une vraie collaboration déjà efficiente entre les fonctionnaires de police et la gendarmerie. Ça, c'est quelque chose aussi qui était écrit noir sur blanc sur le programme de François Bayrou. Il faut un travail commun. Il faut renforcer cette collaboration. Il faut la renforcer entre ces deux services de la sécurité. Avec entre autres l'augmentation du rôle des fameux GIRS, les groupes d'intervention régionaux qui mélangent gendarmes, fonctionnaires des douanes. Tout à fait. C'est pas moi qui le dis. Non, vous avez bien le programme, c'est parfait. Bon, Patrick Menucci, sur M. Gardère. Ah non, mais moi je pense qu'il y a un ministre... Critiqué par M. Coppola. Non, mais il y a un ministre de l'Intérieur... Et qui proposait de raser, entre autres, je fais une parenthèse, un bâtiment situé dans le clos. Là. Ah, si, il a dit qu'il faut raser ce bâtiment qui était l'objet... Enfin, il estimait que c'était l'objet de tous les trafics. C'est un symbole. Oui, enfin, c'est une proposition qu'il a clairement exprimée. Oui. Patrick Menucci, voilà, je ferme la parenthèse. Je pense qu'il y a un ministre de l'Intérieur, une administration pour nommer les préfets. Moi, je n'ai pas l'habitude de m'en prendre aux préfets ou aux administrateurs de l'État. Ce que j'ai dit au ministre de l'Intérieur, et ça je le revendique de l'avoir dit, c'est que je trouve que le gouvernement de Nicolas Sarkozy a fait n'importe quoi en changeant 4 fois le préfet en 2 ans et demi. Et qu'il faut donc permettre aux gens de pouvoir travailler normalement. Voilà exactement quelle est ma position dans ce domaine. Le vrai problème aujourd'hui est les 400 policiers que Marseille a perdus entre 2007 et 2008. François Hollande en a proposé 300. Exactement. François Hollande en a proposé 300. Va-t-il le faire ? Manuel Valls est venu pour faire le point justement avec l'administration de la police à Marseille. Il y a bien sûr la nécessité de retrouver une police en tenue. D'ailleurs, vous observerez que dans le centre-ville de Marseille, depuis que le ministre de l'Intérieur est venu, les CRS ne restent plus dans leurs camions, mais sont en patrouille, puisqu'il y a eu des directives précises données par M. Manuel Valls au préfet de police sur ces questions. Et l'autre problème, parce que si on parle des cités, si on parle de la délinquance liée au trafic de drogue, c'est qu'il y a eu aussi des démantèlements absolument extraordinairement graves de la PJ et des moyens d'information de la police qui aujourd'hui se trouvent
totalement incapables de savoir ce qui se passe dans tel ou tel lieu de deal. Et donc, dans les 300 policiers, évidemment, cette question-là est posée prioritairement. Et moi, je suis pour la création d'un GIR spécialement marseillais, qui prennent notamment en compte la question de l'enrichissement sans cause. Ça a été proposé par Alain Gardère. Il a fait une note à Manuel Valls et il l'a proposé. De la recherche de ceux qui s'enrichissent sans cause et qu'on peut trouver. Valérie Boyer, et après on passe à l'Europe. Oui, écoutez, sur la police de sécurité. Sur la police de proximité, effectivement, Nicolas Sarkozy l'a supprimée parce qu'elle n'avait rien donné et que c'était... Non, je ne pense pas. La police de proximité... Il y a eu des résultats. La police de proximité n'avait rien donné. Je rappelle que sous Lionel Jospin, la sécurité avait explosé en 5 ans. Remonté à Léon Blum. 17% de délinquants généraux, 70% de violences aux personnes. Je note que le gouvernement Sarkozy avec Claude Guéant a mis en place des policiers qui font de la police avec les patrouilleurs. Effectivement, moi je dois vous dire que j'étais contre la RGPP dans la police. Remplacement vous l'avez voté, madame. Qui était aussi vous l'avez voté à l'Assemblée nationale. Madame, vous l'avez voté. Madame, vous l'avez voté. J'ai demandé à chaque fois, au moins par 10 questions au gouvernement, justement, comme pratiquement tous les parlementaires marseillais de droite ou de gauche, des renforts de police à Marseille. Nous en avons obtenu un certain nombre. Je dois dire que lorsque nous avons pris des mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité, d'abord, vous n'avez voté aucun budget pour la sécurité. Vous n'avez voté aucune des lois antiterroristes que nous avons proposées. Et nous avons, sur les caméras de vidéosurveillance, la gauche était contre. Sur les caméras ne sont pas inefficaces. Lisez ne serait-ce que la presse locale d'aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a des enseignants, Madame Boyer. Parlez de la culture, Madame Boyer. Quand on me posera la question, mettez du liant, justement. Vous verrez qu'il y aura un peu plus de bonheur. Alors, ce que je veux dire, arrêtez avec les bons sentiments. Il vaut mieux avoir les bons sentiments que les mauvais. Non, laissez-la terminer et on passe à l'Europe. Les enfants. S'il vous plaît. Ce que je veux dire. Vous avez voté la RGPP, Madame. Monsieur Menucci, elle ne vous a pas coupé. Laissez-la s'exprimer. Vous l'avez dit. Ça suffit. Écoutez. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes quand même dans une difficulté majeure, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse augmenter les fonctionnaires de police tout en ne revenant pas sur ce que nous avons fait et ce que nous demande d'ailleurs l'Europe et ce que nous demandent toutes les instances économiques, c'est-à-dire de revenir sur la mesure sur laquelle le gouvernement Hollande veut revenir, du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ce qui nous permet d'avoir économiquement la tête hors de l'eau. Vous parliez de pauvreté, vous parliez de délinquance, c'est ça. Arrêtez avec vos directives européennes. Ce que je veux vous dire sur la sécurité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, sur la sécurité, on voit que les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement Hollande sont absolument dramatiques, et notamment celles que Mme Taubira a prises. Très bien. Oh là là. Okay. Oui, on passe à la sécurité. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes d'émission. Je vais vous poser une question simple, parce qu'il reste que 4 minutes pour parler d'un sujet qui est un sujet très important. Donc je vais vous poser une question simple. Et je vais commencer par M. Thibault de la Tocquenay. Faut-il plus ou moins d'Europe? Faut-il rester dans l'Europe, M. Thibault de la Tocquenay? Quel est le sentiment du Front National? Quelle est la position du Front National sur ce thème-là? Il faut toujours préciser de quelle Europe il s'agit. Nous sommes pour l'Europe des nations. Voilà. Donc en ce qui concerne l'Europe de Bruxelles, voilà, pour simplifier, celle de la Commission de Bruxelles, nous voulons bien sûr qu'il y ait beaucoup moins d'Europe. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une pompe budgétaire, je le disais, 7 milliards par an qui partent à l'Europe, 21,8 milliards de renflouement. D'autre part, nous en avons assez de l'attitude de la Banque Centrale Européenne. On nous dit le Front National, il veut sortir de l'euro, c'est dangereux. Mais nous ne voulons pas sortir de l'euro. Ce n'est que la conséquence du fait que notre renégociation avec l'Europe échouerait. En l'occurrence, si il est accepté que la Banque Centrale Européenne prête à taux nul au Trésor français, au lieu que le Trésor français, que le budget de l'État soit financé par les marchés financiers, eh bien, nous n'aurions pas de problème. Mais nous voulons sortir de l'Europe de Bruxelles parce qu'elle impose des conditions insupportables pour l'économie française. Thierry Pajot. L'Europe est aujourd'hui, tout le monde l'a compris, un tournant de son histoire. Soit elle retrouve son inspiration initiale d'il y a fort longtemps déjà, ou alors elle va perdre sa singularité. Donc nous souhaitons, nous, le Centre pour la France, un renouveau pour cette Europe, qu'elle redevienne une Europe accessible à tous et surtout mobilisatrice de nos énergies nationales. 2 mesures, parce que je crois que le temps imparti va se terminer. Nous voulons un président de l'Europe élu au suffrage universel. Nous le souhaitons, véritablement. Et nous souhaitons, deuxième mesure importante, que le binôme franco-allemand soit équilibré et que l'Allemagne ne soit pas, comme aujourd'hui, dominatrice par rapport à nous. Jean-Marc Coppola.
Oui, nous avons besoin d'une Europe, d'une autre Europe que celle que nous connaissons. Une autre Europe que l'Europe de la finance. Aujourd'hui, c'est l'Europe de la finance, l'Europe de l'austérité. Oui, l'Europe de l'austérité. Il n'y a qu'à voir la Grèce, l'Espagne, le Portugal et peut-être nous, si nous ne changeons pas justement d'orientation politique. Une Europe donc des peuples, une Europe démocratique, une Europe de coopération. Et il y a besoin, il y a urgence justement à renégocier le traité Sarkozy-Merkel. Sinon, effectivement, ça sera encore la baisse des dépenses publiques, c'est-à-dire moins d'enseignants, moins d'infirmières, moins de policiers, moins de postiers, moins de services publics. Et c'est cette autre Europe que nous voulons construire avec les autres peuples. Il reste une minute. Alors, moi, je souhaiterais qu'on renoue avec une Europe du courage, une Europe audacieuse et protectrice, une Europe où on puisse renégocier des accords comme les accords de Schengen, sur la voie que Nicolas Sarkozy avait engagée, une Europe qui protège de la mondialisation, où la France a une place de leader et où la France est protégée dans l'Europe, où la France protège et a une place de leadership. C'est cette Europe-là, renégocier les accords de Schengen, ça me semble une passoire. Non, c'est plutôt l'inverse. Je paraphrase Nicolas Sarkozy. Voilà, tout à fait. Renégocier les accords de Schengen. Ils ont 17 ans, les accords de Schengen, c'est normal. Merci, 20 secondes. Il reste 50 secondes. Vous voyez bien que j'y arrive pas là. 50 secondes et ça va couper. Non, mais bravo à Valérie Boyer parce qu'elle vient de lire le texte qui a été publié par l'UMP. On a presque envie d'applaudir, mais enfin, tout ce qu'elle dit, rien n'a été réalisé par Nicolas Sarkozy. Donc c'est vraiment un problème. Nous, on est très clair. On est pour le renforcement de l'intégration européenne et on est pour un travail essentiel en allant vers une politisation de l'Europe, c'est-à-dire des directives politiques données par les peuples et aussi un travail économique, notamment autour des eurobonds. Merci à tous les 5. Merci à tous les 5 d'être venus sur notre plateau. Cette émission est tout à fait visible sur Internet dès maintenant. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez la voir ou la revoir avec des camarades de votre voisinage. N'hésitez pas. On se retrouve mardi prochain. Merci. Au revoir. Au revoir.